Nathalie Glostis, bonjour. Bonjour Xavier. Vous signez Genèse imparfaite, un roman publié aux éditions Pilard. C'est un roman sur les mystères et les secrets de la filiation autour d'une étrange maladie qui génère des fractures blessantes. On est à l'hôpital, on va voyager en Tunisie. C'est un parcours de vie. Nathalie Glostis, c'est votre premier roman et on a l'impression que vous avez vraiment pris du plaisir à l'écrire. Ah oui, beaucoup. Alors j'écris depuis l'adolescence, on va dire, et j'aime beaucoup ce travail sur les mots, parce qu'ils font voyager et j'aime la précision, et puis la rédaction, tout simplement. Alors, parlons de l'entrée en matière de ce roman. On a une femme journaliste, Florence, grand reporter dans un grand journal, que l'on accuse de violence sur sa fille, Noémie, 2 ans, parce que celle-ci est victime de fractures régulières. Tout ça est assez inexplicable, et pourtant, cette femme va prendre les devants. Comment fait-elle pour gérer cette alerte et ses émotions? Alors, s'agissant de l'alerte, vous avez raison de dire que c'est inexpliqué. Et le hasard fait que dans ce grand journal dans lequel elle travaille, il y a un avocat. Et vu la suspicion de violence de la part de sa mère, il lui conseille d'aller immédiatement à l'hôpital. Et c'est à l'hôpital qu'il y aura un diagnostic qui sera posé. Donc ça, c'est pour la partie, on va dire, explication. Et après, pour les émotions, j'ai souhaité que cette partie-là, on sente un petit peu la sidération. Parce que c'est inexplicable et c'est en dehors du champ de la vie quotidienne. Donc c'est ce que j'ai essayé de chercher. Alors, on sent bien effectivement dans son parcours qu'elle est un petit peu perdue, cette fameuse sidération. C'est quelque chose, on va dire, que ressentent... alors, enfin, on est là, pour être précis, dans une accusation de maltraitance qui est faite à cette personne, et elle sait qu'elle est innocente. Tout à fait. Donc le sujet qui a donné d'ailleurs une partie du titre, c'est une maladie qu'on appelle l'ostéogenèse imparfaite. C'est-à-dire que nos os sont recouverts de collagène et certaines personnes ont un défaut à ce niveau-là et donc ça provoque des fractures de façon spontanée, voire même in utero, ce qui est terrifiant. Et le fait d'être sur une maladie rare est encore plus, je trouve, difficile à appréhender, surtout quand dans son entourage, on n'a pas de la maladie chronique ou des personnes qui sont malades. Donc ça a été une forme d'expérimentation, en fait, de se dire comment peut réagir une personne avec un tel diagnostic pour quelqu'un d'autre. Et surtout que, vous l'expliquez bien dans cette partie du livre, ça donne des manifestations extérieures, enfin, avec des bleus. Oui. Donc en fait, on peut soupçonner la maman d'être l'auteur de ces bleus. Tout à fait, tout à fait. Et alors, en fait, j'ai trouvé que cette maladie, alors moi je l'ai découverte lors d'un congrès il y a très longtemps, ça a été presque un choc de voir qu'on peut avoir des personnes. J'ai voulu avoir quelque chose de précis, donc j'ai fait des recherches sur cette maladie, sur des sites internet. Ma vie professionnelle m'a amenée à travailler sur des maladies rares. Et effectivement, en fait, ce que vit mon héroïne est vécu par réellement des familles sur cette maladie-là tant que le diagnostic n'est pas posé. Mais c'est dans le nom, comme la maladie elle est rare, et bien parfois il y a une errance diagnostique qui peut amener des placements d'enfants justement en institution. Oui. En institution, tout à fait. Alors, une particularité, vous l'avez dit, c'est que vous connaissez très bien le monde hospitalier, que vous menez une carrière reconnue auprès de ce monde-là, et pourtant, au commencement de votre histoire,
il y a une erreur de comportement médical grave qui, quelque part, va tout déclencher. C'est une annonce assez inattendue. Alors, l'erreur de diagnostic, c'est par rapport à... L'incident qui se passe... Oui, tout à fait. Alors, comme il y a une suspicion, alors, vous parliez des mots, et ça a été l'occasion aussi de... Quand je l'ai écrit, notamment cette première partie, il y a un mot qui m'est venu, c'est le baron de Crac. Et le baron de Crac, en fait, c'est quelqu'un qui va... qui en fait était connu pour usurper des exploits. Et en fait, quand elle arrive à l'hôpital, on ne la croit pas, ou en tout cas, on ne veut pas la croire. Et il y a d'autres comportements. En fait, on parle du syndrome de Munchausen par procuration, c'est-à-dire ça peut être des parents qui rendent malades leurs enfants. C'est assez terrifiant et fou, mais ça existe. Donc en fait, il a fallu que cet enfant tombe pendant l'analyse et l'examen clinique pour qu'on se rende compte que la mère n'y était pour rien dans toutes ces fractures. Et cette scène-là, bien sûr, je l'ai voulu dramatique. Elle l'est. Voilà, et en fait, c'est ça qui va, ce drame... va tout ouvrir. Oui. Qui va, voilà, et qui va les mener sur un autre chemin. Et d'ailleurs, toute une série de choses par la suite. Alors, effectivement, très rapidement, on va découvrir que Florence n'est pas seule dans la vie. Il y a Heikel, un compagnon de vie, occasionnel des fois. C'est un entrepreneur tunisien. Cet homme, il sert parfois de soutien et parfois il déstabilise aussi. Votre personnage principal, c'est une femme qui assume tous ses choix. Une femme moderne, comme vous? Probablement. Ma réponse est spontanée. Alors, dans ce côté-là, comment avez-vous mené ce rapport avec ce compagnon, avec cette vie qu'elle mène, qui est particulière, hein, c'est le père de sa fille? Alors, en fait, l'occasion d'écrire un roman, moi j'ai choisi de le faire par la fiction, pour être absolument libre de choisir à la fois les personnages, l'intrigue. Ça n'est pas facile, mais c'était un espace vraiment complet de liberté. Et plus que le profil du père de l'enfant, moi ce que je voulais, c'était un couple pas conventionnel. Et donc le pas conventionnel, ça voulait dire des différences culturelles, mais finalement, qu'on soit tunisien, parisien, on arrive à vivre ensemble. Et d'abord, c'était ça que je voulais. C'était pas les extrêmes qui s'attirent, je ne suis pas dans une idée romantique des choses, mais de dire, on peut être très différents, il y a du hasard. Et ce hasard fait que on arrive quand même à vivre ensemble, y compris au travers d'un enfant qu'on n'a pas attendu. Alors, ce qui est assez fascinant dans votre roman, c'est que il a une construction qui rend la lecture haletante. On peut dire que c'est un véritable page-turner, impressionnant, un livre qu'on a du mal à lâcher, tant il nous prend et il nous surprend. Ces retournements de situation, ce rythme si maîtrisé dans l'intrigue, c'est très professionnel. Est-ce que vous avez des auteurs qui vous inspirent dans cette maîtrise-là? Avant d'avoir les auteurs, j'avais des objectifs. C'est-à-dire que je savais où je voulais amener les secrets, en fait. Parce qu'il y a 2 secrets qu'on ne va pas dévoiler. Qu'on ne va pas dévoiler. Mais je savais exactement où je voulais aller par rapport à ces secrets. Donc, plus que des auteurs ou de la lecture, je lis beaucoup. Hein. J'adore lire.
Ça m'a plus inspiré pour le style, on va dire. C'est plus, j'allais dire, presque les étapes qui m'ont amené à ça et à cette succession, en fait. Donc voilà, une construction dont vous connaissez, vous, l'intrigue, Exactement. mais que le lecteur va découvrir au fur et à mesure, Voilà. et de manière assez étonnante. J'aimerais avoir un peu une réflexion un peu autour de votre roman. Vous êtes dirigeante d'entreprise, spécialiste du pilotage hospitalier. Vous êtes vous-même souvent en déplacement. Comment fait-on pour trouver le temps d'écrire ? Comment avez-vous arraché à vos activités le temps nécessaire à cette écriture ? Alors, ça a été facile d'écrire, d'autant que ce projet, en fait, l'idée, je l'ai depuis très longtemps. Alors, je ne suis pas, en tant qu'autrice, alors j'ai beaucoup de mémoire, j'ai énormément de mémoire. Je n'écris pas, j'ai pas besoin de carnet ou ce genre de choses-là. Et en fait, c'est au fur et à mesure que l'histoire se crée dans mon esprit. Et sur l'écriture strictement, elle m'a pris 4 mois sur une première version. Et ça a été... ben voilà, quand vous êtes 2 heures à écrire, ben voilà, moi j'étais dans mon affaire, très concentrée, parce que je peux être très concentrée. Donc j'ai pas eu de mal à trouver du temps à partir du moment où l'histoire était claire dans ma tête. Voilà. Alors, les voyages, ils font partie de l'histoire. C'est aussi une partie de votre vie. Et vous avez, en tout cas dans ces voyages ou dans les différentes aventures qui émaillent ce roman, des moments de pause. Et ces moments de pause, ils sont parfois autour de la gastronomie. Est-ce que c'est quelque chose que vous tirez de votre expérience personnelle ? Absolument. Absolument. Et j'aime beaucoup le vin. Je trouve que par rapport à la gastronomie, comme vous le dites, il y a 2 points. Le premier, c'est le côté sensoriel. Et ça, c'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé faire avec le roman, c'est de me dire, pour rendre crédible, ça passe aussi par les sens. Voilà, vous parlez, effectivement, il y a une partie qui se passe en Tunisie. C'est plus facile de rappeler un souvenir olfactif ou gustatif et puis nier quoi. Hein. Donc voilà, ça je voulais ça. Et pour moi la nourriture c'est à partir du moment où on partage un repas, qu'on soit debout, assis, à manger avec une fourchette ou avec les doigts, c'est une extrêmement forte vision de la sociabilité et c'est pour ça que la gastronomie je trouve que c'est important. Et effectivement, elle rythme, c'est-à-dire qu'il y a dans ce roman des moments de forte accélération et le repas, la gastronomie est le moment où effectivement on peut régler des choses que les lecteurs verront. Dans votre roman, le temps est un acteur de la narration. On va dans le passé antérieur, on circule dans le futur. Cet entrecroisement des temps, est-ce que c'est une manière de dire que nous sommes tous le continuum de nos ancêtres ? Il y a de cette idée-là dans ce roman-là en tout cas. C'est-à-dire que l'une des choses sur lesquelles je voulais réfléchir, plus que de convaincre, c'est de dire nous sommes le fruit d'une histoire. Que cette histoire, elle soit celle de nos parents, mais qu'elle soit aussi collective. Et ça, j'ai trouvé ça passionnant de me pencher par l'écriture sur, bien sûr, l'idée des origines, mais aussi de se dire, il y a peut-être des choses que je ne sais pas, mais qui ont encore des répercussions sur moi. Alors, je ne fais pas de la psychogénéalogie, mais les événements passés, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient politiques, qu'ils soient individuels, qu'ils soient familiaux, j'ai trouvé ça intéressant de me dire, est-ce que ça peut avoir un impact plus ou moins important sur nous ?
Alors justement, je reviens sur le titre, Genèse imparfaite. La Genèse, c'est l'origine. Pourquoi ce titre avec ce qu'on vient d'évoquer autour de la continuité? Alors, le goût des mots a fait que bon, j'ai découvert cette maladie rare, difficile, voire terrible, qui est l'ostéogenèse imparfaite. Et assez rapidement, dans ma tête, voilà, les mots tournent, et le préfixe tombe, et je tombe sur genèse imparfaite. Et je trouve que l'équilibre est très souvent résultat de situations opposées. Et or, la Genèse est un texte magnifique de la Bible qui évoque la perfection, voilà, Dieu qui crée l'univers, le dernier jour, il regarde son œuvre satisfait à juste raison. Et le fait qu'on y mette de l'imperfection, ça j'ai trouvé intéressant. J'ai trouvé intéressant de se dire, eh bien voilà, on a des textes fondamentaux, une vision, que l'on soit croyant ou non. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant de se dire, ben, les deux vont ensemble en fait. La façon dont vous retranscrivez tout ça, ça donne un style qui est assez particulier en cela qu'on se projette totalement dans les différentes scènes que vous décrivez. On pourrait dire que vous avez un style cinématographique, parce que véritablement, quand on est à l'intérieur d'un hôpital, dans certaines circonstances, ou même en Tunisie que je ne connais pas, mais on s'y sent. On est véritablement dedans, parce que votre façon de décrire les choses est extrêmement précise. Ça pourrait même faire, on va dire, l'objet d'un scénario de film. C'est quelque chose que vous avez travaillé particulièrement ? Alors ça, je dirais que c'est lié à mon activité professionnelle. Donc je fais beaucoup de formations depuis de nombreuses années. Et du fait de mon métier qui est le contrôle de gestion, en fait, j'ai toujours le souci mon interlocuteur ou mon interlocutrice puisse comprendre, y compris des choses, des choses d'un univers différent ou extrêmement compliqué comme la finance ou la gestion. Donc, moi, dans ma technique, s'il y en a une, c'est l'idée de la justesse et de la précision. Mais pour que ça vous touche, ça passe aussi par les sens et par est-ce que je peux visualiser une couleur, un endroit. Donc, c'est le moyen que j'ai, je dirais, pour faire passer un message. Voilà, je dirais que c'est ça. Alors, sans dévoiler le cœur de l'intrigue, je pense qu'on peut dire que Florence, la maman de Noémie, cette petite fille, va être confrontée au mal absolu. Oui. À une forme de cruauté particulièrement perverse. Et face à cela, effectivement, vous avez cité le texte de la Genèse, qui devrait être un moment parfait. Cette tension entre le bien qui devrait être et le mal, qui est ici exacerbé, elle scande cette histoire. Est-ce qu'elle scande pour vous nos vies? Alors, pas nécessairement. Pas nécessairement. Moi, ce qui m'a plu, c'est presque un exercice intellectuel de me pencher sur ces deux points, comme vous dites. Et de me dire qu'il y a un personnage très, très, très noir. J'ai adoré travailler ce personnage noir et de voir que est-ce qu'il est si noir que ça. Ça m'a intéressée, voilà, de dire on est peut-être la composition aussi d'événements, de relations, d'une histoire. Et c'était extrêmement intéressant de le faire par un roman parce que c'est une méthode qui vous laisse complètement libre. Et je voulais...
J'aime bien la subtilité en fait, la nuance. Bon, alors on a les deux extrêmes, bien entendu, mais c'est ça qui m'a intéressée de faire aussi. Alors, il y a une dimension de votre roman que j'aimerais aborder avec vous. Vous en avez parlé un petit peu à propos du vin, mais c'est un roman très sensuel. L'écriture, à ces moments-là, prend une tournure différente, poétique et forte à la fois. Parler de l'intime, est-ce que ça ne vous fait pas peur? Alors, parler de l'intime, non. Et je vais revenir sur ce mot de genèse. Puisque c'est l'intimité qui fait que y a des êtres qui naissent, voilà. Donc l'intime pour moi, oui, moi je pense être quelqu'un de pudique. Là, ça n'est pas moi. Donc c'est plus facile de parler de l'intimité des gens qui ne sont pas moi. Mais ces moments-là étaient importants parce que c'est un enfant, c'est le fruit d'un homme et d'une femme, d'un couple. Donc je ne pouvais pas faire l'économie de ne pas parler de ces moments-là. Voilà. Ça n'a pas été ni plus facile ni plus difficile à écrire. Pour moi, c'était logique. Voilà. Le style, à ces moments-là, change. Effectivement, un petit peu dans un cadre différent, comme avec la gastronomie, en fait, on a un changement de rythme, on a un changement de phrasé, on a un style qui véritablement entoure ces séquences. J'aimerais revenir un peu avec vous sur la genèse de ce roman. Vous en avez dit 2 mots tout à l'heure. Ce roman, comme vous avez dit, vous le portez en vous depuis longtemps. Sa genèse a été scandée par plusieurs rencontres. J'aimerais qu'on aille un petit peu aux sources, si vous le voulez bien. Un jour, vous rencontrez la spécialiste mondiale de la douleur de l'enfant à l'UNESCO. Sur quoi ce moment va vous ouvrir, cette rencontre? Alors, je la rencontre, mais elle ne m'a pas rencontrée, elle a fait une intervention. Alors, c'était un travail universitaire que je faisais à l'époque sur la douleur de l'enfant. Le congrès, puisqu'il s'agit d'une association qui s'appelle Pédiadol, est un grand moment tous les ans de formation, d'actualité. Donc je dirais que quelque part, je n'étais pas prête à avoir un tel choc par rapport à la découverte de cette maladie. Parce que, alors, la douleur de l'enfant, c'est impressionnant. Donc c'est pour ça que j'ai voulu en faire un sujet de recherche à ce moment-là. Mais ce qui m'a prise, j'allais dire, c'est que d'une part, je ne m'y attendais pas. C'était très tôt le matin, on avait fait... en plus, les fauteuils de l'UNESCO sont très moelleux. On ne s'attend pas à voir ce genre de choses-là. Et en vous le disant, je pense que j'étais un peu sidérée par la découverte de cette maladie que je ne connaissais pas. Alors vous allez aller un peu plus loin, puisque votre activité professionnelle qui tourne autour du pilotage et de la gestion des hôpitaux vous a amené à travailler autour du plan national des maladies rares. Et autour de ce travail, dans votre cadre professionnel, quelle découverte faites-vous? Alors, je découvre que les maladies rares sont très nombreuses. Elles sont très nombreuses. On estime qu'il y en a entre 6, 7, 8 000 maladies rares. Donc, c'est dans le nom, c'est statistique. Une maladie rare, c'est une maladie qui arrive à moins d'une personne sur 2000. Alors, on peut en avoir une personne sur 150 000, une personne sur 100 000. Donc, effectivement, par maladie, ça ne fait peut-être pas beaucoup de personnes, mais elles sont tellement nombreuses qu'en fait, en France, par exemple, il y a presque 3 millions de personnes qui sont touchées par une maladie rare. D'où la volonté, là on est dans les années 2000, 2005, au niveau du ministère, d'en faire un plan, comme on a un plan cancer, voilà. Parce que y a un besoin de santé publique qui est extrêmement fort. Et à l'époque, moi je travaillais au CHU, donc au CHU de Montpellier.
Et l'idée, c'est que il y a un enjeu sur le diagnostic et ce qu'on appelle l'errance diagnostique, c'est-à-dire le temps qu'on va passer jusqu'à arriver à trouver cette maladie. Et à ce moment-là, alors j'ai découvert toute la variété des maladies rares possibles et imaginables et la détresse des familles. Voilà. Et ça a été un moment important aussi. Alors un peu plus tard dans votre histoire, dans l'histoire du roman, vous avez, alors vous-même, je commence à mélanger les deux, vous avez fait connaissance avec la Tunisie. Tout à fait. Et son système de santé et une particularité qui est la constitution d'une base génomique tunisienne. Est-ce que cette étape-là était le chaînon manquant de votre inspiration? Alors, manquant, il a fortement contribué. Et il se trouve que, alors je l'ai expliqué parce que j'ai eu la chance de visiter l'Institut de neurologie de Tunis où j'ai découvert ça. Et ce que j'ai découvert, en fait, c'est que, on parle d'il y a déjà une dizaine d'années, hein, et c'était assez en avance, c'est l'idée qu'on puisse faire des arbres généalogiques. Avec, vous avez un parent, une femme ou un homme, et en fonction des gènes d'eux-mêmes, de leurs ancêtres, en faisant du recueil bien évidemment, on va pouvoir faire de la probabilité et de la statistique pour leur dire vous avez un risque de développer pour un enfant, un possible enfant, telle ou telle pathologie. Mais pour faire ça, il faut constituer des bases. Alors, j'ajoute que ça n'était pas la première fois que je voyais une base génomique, parce que j'ai aussi travaillé en agence régionale. Et j'ai découvert une base tout à fait identique au Pays Basque espagnol, dans la Bio-Basque Vallée, où en fait les Basques ils ont des caractéristiques génétiques qui font qu'ils constituent, même pour faire des différences par rapport à des groupes témoins. Et en fait je me suis dit, l'histoire des gènes ça me poursuit quand même. Voilà. Alors, sans lien, mais j'aimerais aborder un aspect plus personnel qui vous concerne. Nathalie Lostis, vous êtes autiste. On dit parfois, mais je ne sais pas si c'est vrai, que ça se manifeste dans des conséquences dans les interactions sociales ou une sensibilité particulière au son ou à la lumière. Est-ce que cela a joué dans la construction de votre roman? Alors, j'ai ce diagnostic affirmé d'autisme qui a été posé il y a 1 an et demi. J'avais déjà fini Genèse imparfaite. J'étais sur de la relecture. Plus que ça m'a permis déjà de comprendre mon propre fonctionnement, ce qui a déjà été un point très important. Mais je dirais, je fais plus la relation aujourd'hui, c'est pourquoi j'ai écrit comme ça. Donc, effectivement, vous l'avez évoqué, tout ce qui va être sensorialité, mais aussi le fait de penser en image, qui est une des caractéristiques autistiques. J'ai évoqué le fait que j'ai beaucoup de mémoire. Là, je dirais, on voit le produit fini. Ça n'est pas la cause, mais c'est sans doute un facteur d'explication sur la façon dont je l'ai écrit, en fait. Dans la description des relations entre les personnages neurotypiques, oui. Comment avez-vous procédé? C'est-à-dire que est-ce que cette description-là, vous avez un regard particulier dans la construction de la relation entre les personnages neurotypiques? Alors, je vais répondre de façon détournée. J'ai une amie qui est proche et qui vient de tomber amoureuse à 45 ans. Ça arrive à tout âge. Mais c'est super, c'est génial, sauf qu'elle n'a pas le mode d'emploi. Et pour répondre à votre question, en fait, elle interroge ChatGPT pour décoder l'autre. Et pour dire que de façon détournée, ma compréhension des relations est nécessairement cérébrale. J'ai besoin de réfléchir, effectivement, presque d'intellectualiser les choses. Alors, ça fonctionne.
Donc je dirais que c'est presque réflexif. Voilà, comment je vois les relations, c'est pas spontané, quoi. Alors, il y a de l'apprentissage, mais c'est pas spontané, voilà. Alors, j'aimerais que vous évoquiez un personnage qui traverse un tout petit peu votre livre. C'est un pianiste de jazz qui, lui, a eu la maladie des os De verre. voilà, de verre. Alors, c'est Michel Petrucciani, et grand pianiste de jazz. Et vous avez raison de l'évoquer parce qu'à l'UNESCO, j'ai fait le lien effectivement avec ce pianiste que j'écoutais beaucoup à ce moment-là. Il est décédé en 1999. C'était une image presque paradoxale de voir déjà c'était une personne qui était la joie de vivre incarnée. Il adorait les femmes, il a eu des enfants, il jouait très très bien, mais en fait il masquait toute cette difficulté, et d'ailleurs il est décédé prématurément du fait de sa maladie. Et il y a un morceau qui s'appelle Looking Up. Et j'ai regardé cette vidéo sur YouTube plusieurs fois où on le voit sur un rooftop à New York. Et j'aimais bien cette idée de dire, ben voilà, il nous tombe un truc dessus, mais on va regarder en haut. On a presque une inspiration qui est ce pianiste, et on va s'en sortir. Voilà. Voilà. Alors, on a une question un petit peu traditionnelle à la fin de ces entretiens sur l'histoire de la vocation. Alors, je ne sais pas si à 18 ans, vous pensiez qu'un jour vous écriviez un roman, ou si vous mèneriez la carrière que vous menez. Et alors, si là, maintenant, vous aviez à prendre un café avec la jeune Nathalie que vous étiez à 18 ans, sur le plan de la vocation et de la vie qui va avec, que lui diriez-vous ? Je lui dirais, sois confiante, tout est là. Parce que alors, mon métier s'appelle très exactement le contrôle de gestion. Mon entourage en rit parce que dès l'âge de 14 ans, je disais que je voulais être contrôleur de gestion. Bon, voilà, je ne viens pas du tout de ce milieu. Sur l'écriture, j'ai toujours eu la sensation que écrire et lire était constitutif de mon quotidien, et j'ai toujours aimé travailler les mots, les chercher, faire des phrases. Alors ça a été génial, les traitements de texte pour moi, parce que voilà, on prend un bout, on coupe, on remet, voilà. Donc c'est pour ça que je lui dirais, tout est là. Tout est là. Ça n'exclut pas le travail, ça n'exclut pas, c'est comme ces gammes au piano, on ne joue pas Rachmaninov du premier coup. Mais voilà ce que je lui dirais, certainement. Nathalie Lostis, merci. Merci beaucoup, Xavier Foss, merci.